Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et fondateur d'Alira, et je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis accompagné de nos trois chroniqueurs de choc, Cyril, Virgile et Michael. Est-ce que vous voulez vous présenter? Peut-être commençons par Cyril. Ouais, bonjour tout le monde. De mon côté, je suis le formateur des développeurs chez Alira. Voilà. Salut tout le monde, du coup moi c'est Virgile et je suis rédacteur pour Alira. Et Michael, je suis formateur référent sur le parcours IA au sein d'Alira. Trop cool, merci beaucoup. Et salut le chat, salut aux fidèles, Tikalis, toujours là. FRKDZ, je crois, j'ai l'impression que c'est un nouveau pseudo, là, je n'ai pas l'habitude de le voir celui-là. Et Onijuka, les autres n'hésitez pas. Ah, PQ, hein, je me disais, on peut pas faire une émission sans PQ, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je commence pas si PQ est pas connecté, quoi. Gaëtan est là, Silver Defiant est là, ah, ça fait plaisir. Ola est là, Hélène est là également. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, eh bien, je vous propose, sans attendre, de commencer par notre premier sujet, qui est un sujet pas du tout polémique. Voilà, le but n'était pas du tout de créer la polémique, absolument pas. Michael nous a gratifié d'une série d'articles sur LinkedIn que je vous encourage à aller lire, sur l'intersection IA éthique, IA marché de l'emploi, etc. Et du coup, on s'est dit, bon bah, posons le sujet, est-ce que l'IA va nous mettre au chômage? Est-ce qu'on va être tous remplacés par des IA? Est-ce que d'ici 2 ans, cette émission sera entièrement réalisée par une IA? Et en fait, nous, on sera en train de manger, on vous aura pas prévenu, et ce sera là. Peut-être que c'est même déjà le cas. C'est même déjà le cas. Et c'est une IA qui est capable de faire de l'ironie et de la mise en abîme. Incroyable. Peut-être que les gens dans le chat sont des IA aussi, on ne sait pas. Non, mais en fait, c'est juste des IA qui se parlent entre elles. Tu vois. Non, blague à part. Est-ce que l'IA va nous mettre au chômage ou pas? Est-ce qu'on va se faire remplacer par des IA? Est-ce que les IA vont réussir à prendre tous nos jobs? Est-ce qu'elles vont faire tout mieux que nous? Y compris ce qu'on fait là. On a longtemps cru que les cols blancs, comme on les appelle, hein, ces emplois de bureau, ces emplois intellectuels, de réflexion, les développeurs, etc. Bon là, il n'y a pas beaucoup de monde en col blanc autour de la table, et c'est plutôt les t-shirts blancs, quoi. Mais mettons, tu vois, que ces jobs-là résisteraient au gain de productivité, parce que je reviendrai là-dessus, mais moi, je rentre l'IA dans la longue histoire des gains de productivité. On a longtemps cru que ces jobs-là résisteraient. Est-ce que ça va être le cas? Michael, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, je vais commencer par dire quelque chose, c'est que je ne suis pas monsieur ou madame Irma, même si j'ai... La boule de cristal. Michael, on avait dit la boule de cristal pour l'émission. Ah, pas encore. Mais ça, j'entraîne mon modèle, justement. J'entraîne mon modèle. Tellement la réponse du gars qui fait de l'IA. Non, mais t'inquiète, j'entraîne mon modèle. donc non, à ce niveau-là, effectivement, mais tu as bien fait d'en parler, on peut parler de gain de productivité. Et le problème, c'est que ça passe pas toujours par de la création d'emplois, hein, ce gain de productivité. Moi, j'ai une idée assez franche de la chose, c'est que sans dire que ça va remplacer tout ou partie, à quel pourcentage, sur quel secteur, je parlerais plutôt de transformation. De la même manière que quand les machines sont arrivées, hein, elles ont pu automatiser tout un tas de choses. Je pense qu'effectivement, si on parle que de l'automatisation, même s'il y a va beaucoup plus loin que la simple automatisation, elle tend peut-être à venir remplacer un tas de, pas de jobs, mais de tâches qui sont effectuées au sein de ces jobs. Et comme on le dit souvent, quand on ne fait pas quelque chose, on a plus de temps pour faire autre chose. Donc potentiellement, sur tout ce qui est fonction un petit peu support, répétitive, etc., potentiellement, ça va pouvoir remplacer non pas des personnes, non pas des jobs, mais plutôt des tâches que l'on effectue au sein de notre job. Et ça, c'est ce que je trouve plus intéressant. Donc, potentiellement, c'est là où tout le monde serait content. Gain de productivité, pas de perte d'emploi. Ensuite, ça, c'est dans le pays des bisounours, bien évidemment. Non pas que ça ne va pas exister comme ça, mais ça sera plus complexe que ça. Et il y aura forcément, c'est déjà le cas. On a déjà vu quelques affaires. C'est un peu de la com aussi, de boîtes qui avaient licencié X personnes pour les remplacer par une IA. Bon, quand on creuse un petit peu... Pour les gens qui virent tout leur call center et qui se disent, bon, t'inquiète, c'est l'IA qui va te répondre, ça va bien se passer. Ou des postes dans des domaines un peu plus créatifs avec non pas la naissance, mais plutôt l'expansion de l'IA générative.
On a potentiellement des choses. Alors, sans partir dans tous les sens, l'avis que j'ai aussi, c'est qu'en ce moment, beaucoup de boîtes découvrent ce que c'est, ou redécouvrent ce que c'est l'IA, et notamment l'IA générative, et que tout le monde essaye. Et on a énormément de personnes qui sont formateurs, qui interviennent en entreprise, machin, aussi pour essayer de faire du business, beaucoup pour essayer de faire du business et intégrer ce genre de solution. J'en parlais avec je sais plus qui la dernière fois. Là, il y a un gros essor. Beaucoup de boîtes se disent il faut que je le fasse, non pas parce qu'elles ont une franche idée de ce que c'est, mais plutôt qu'elles se disent si mes concurrents le font, il faut que je garde un avantage concurrentiel, donc il faut que je le fasse. Mais je pense que d'ici, et ça a déjà commencé, j'ai déjà des sons de cloche qui remontent depuis un petit moment, dans les prochaines semaines, mois, années, on va avoir l'effet, je pense, gueule de bois, où les entreprises vont se rendre compte que on leur a vendu du rêve, potentiellement. On a essayé d'y mettre à des endroits où l'IA n'est pas fait pour ça, ou pas de la bonne manière, ou pas de manière encore assez efficiente pour que ce soit intéressant. Et je pense qu'on va avoir, alors peut-être pas un troisième hiver de l'IA, j'irai pas jusque-là, et moi en plus ça Ouais, là, m'intéresse pour- pas, c'est mais un, c'est un automne. Un automne, en tout cas sur potentiellement l'IA générative, où en fait les gens vont se rendre compte que sous les belles promesses, sous l'effet waouh, d'un point de vue purement opérationnel au sein des entreprises, va y avoir un réveil et une prise de conscience que c'est génial, c'est top, ça évolue constamment, mais c'est pas non plus le truc magique qui va tout remplacer, tout faire et à pas cher. Ok. Donc pour toi, il y a un décalage entre les promesses et ce qui va pouvoir être effectivement réalisé. Mais toujours, et j'y rentre dans la maturité. J'y rentre dans la maturité où les boîtes vont prendre en maturité justement aussi sur leurs besoins. Là, j'intervenais avant-hier dans une boîte qui me disait bon, j'ai pas de besoin identifié, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Et donc là, il y a Ouais, deux écoles. c'est du FOMO, quoi. C'est du gros FOMO. Ouais, Du c'est FOMO un peu d'IA. ça. Et là, il y a deux écoles. Soit on leur dit ouais, faut y aller, on va l'installer sur des trucs et puis on verra bien ce que ça donne, advienne que pourra. Le potentiel de gueule de bois est quand même assez élevé dans ce cas-là. Soit on dit, si on veut mettre une solution en place, si on parle de solution, c'est qu'il y a une problématique à résoudre. Problème-solution. Et si on ne réfléchit pas déjà aux besoins ou à la problématique, on peut mettre en place toutes les solutions qu'on veut. Potentiellement, ça répondra à rien, voire ça va même intégrer une problématique supplémentaire. Parce que derrière, une fois qu'on a mis en place un système, faut le maintenir, faut potentiellement le mettre à jour, faut acculturer les gens à leur utilisation, faut bien l'utiliser. C'est hyper volatile en plus en ce moment. Donc voilà, ça se fait pas comme ça. Hein. Ça se fait pas comme ça et ça se fait pas en une réunion d'une demi-journée où derrière on va signer quelque chose qui va engager les boîtes en plus sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une facture en face et une solution qui répond à aucun besoin. Donc je pense qu'on est en train d'embrayer petit à petit sur cette notion-là concernant l'IA générative. Et ça, c'est qu'une forme, c'est la forme la plus pimpante, la plus étoile dans les yeux en ce moment, la plus brillante, mais c'est loin d'être la seule. Et heureusement d'ailleurs, sinon on s'embêterait un petit peu. Pour le reste, et là, ça va beaucoup jouer sur l'automatisation des choses. Tout ce qui a rapport avec l'IA sur la computer vision, donc la machine qui est capable de se représenter l'espace qui l'entoure, le monde qui l'entoure, et donc de réagir en conséquence. Là, effectivement, pour tout ce qui est détection, etc., là, on risque d'avoir pas forcément un remplacement, mais plutôt une accélération et un gain assez substantiel en productivité et en nouvelles choses qu'on est capable de faire sur justement tout ce qui a trait à aussi la traçabilité, le comptage des choses, les métriques, la visualisation, etc. etc. Et là, alors, si on devait balancer quelques chiffres et parler un peu de McKinsey dont je parle hein, dans mon article, enfin dans ma suite d'articles, parce que bon, il faut quand même mettre en face aussi quelques... je ne peux pas servir d'argument d'autorité surtout. Donc, on est obligé d'aller chercher aussi... c'est McKinsey qui fait l'argument de l'autorité, c'est ça que tu es en train de me dire? En tout cas, je le prends... Alors, je le modère parce que bah, c'est comme quand on fait une thèse. Hein, il faut au moins 4 à 5 sources pour chaque propos qu'on avance et thèse, antithèse, patati patata.
eux estiment qu'à l'horizon 2030, on serait sur 800 millions d'emplois qui pourraient être automatisés. 800 Alors, millions. 800 millions d'emplois, c'est en gros ce qu'ils disent, c'est 20% de la main-d'œuvre actuelle. Ce qu'ils ne disent pas, en tout cas pas comme ça, c'est. Et ce que je D'ici disais quand? en C'est quoi, avant. le temps qu'on a? Ah, 2030. 2030. Ah oui, c'est demain. c'est demain, C'est c'est pas longtemps. C'est un cycle crypto. C'est un cycle. Le gars, il compte en cycle. Si on ramène, voilà. C'est C'est un peu plus qu'un halving. un halving et demi. C'est ça, un halving et demi. Mais là où je modère aussi pas mal ces propos, c'est que comme je le disais tout à l'heure, c'est que potentiellement ça va venir automatiser une partie de ce qui est fait dans ces jobs-là. Donc, ça ne sera pas un remplacement net par une IA, et heureusement. À côté de ça, il y a aussi d'autres études qui expliquent, alors d'ici 2025, il y a plusieurs études qui estiment, donc c'est au World Economic Forum, qui nous explique que l'IA va créer aussi un peu plus de 50 millions d'emplois. Alors des emplois nets, là pour le coup. On n'est pas sur des emplois bruts. Mais que potentiellement, ces emplois créés seront quand même assez niches dans le sens où ils demanderont des compétences assez pointues dans tout ce qui est la data science, l'informatique, etc., etc. On y arrive. Donc, voilà. Il y a aussi un gros enjeu de formation, d'acculturation à ce niveau-là. Et on n'est pas ici pour rien. Pour justement préparer ces gens à tout ça. Smart. Yes. Donc voilà. L'emploi de demain va forcément être transformé, tout ou partie. Est-ce que ça va tout remplacer? Non. Est-ce que ça va rien remplacer? Non plus. Ça sera un subtil mélange des deux. Et je pense que si dans l'absolu, on devait dire qu'est-ce que ça va remplacer, je pense que ce qui va être le plus à même d'être remplacé, c'est les personnes qui seront réfractaires, le Gaulois réfractaire au changement. C'est les personnes qui seront complètement, on va dire, imperméables à ce genre de technologie, qui, elle, potentiellement, par manque d'acculturation, malheureusement, sera, de ce que j'évoque aussi dans mon article, en chômage technologique. Mais ça existe déjà depuis longtemps, ça. C'est juste que l'IA va potentiellement venir amplifier ce phénomène. Bah, en fait, tu as eu ce truc-là avec, pendant un long moment, par exemple, le secrétariat était une tâche qui était réservée à des personnes qui avaient notamment des diplômes, par exemple, en dactylo ou ce genre de choses, et qui, au passage au numérique, en fait, on s'est retrouvé à avoir des gens qui, passés 45-50 ans, n'étaient plus adaptés au monde du travail, et du coup, on a eu un chômage de masse, notamment des seniors, qui était lié notamment à la fracture numérique. Donc, c'est un peu le même genre de truc qu'on peut évoquer. C'est ça. Moi, il y a un graphe que je voudrais vous partager qui, je trouve, illustre assez bien ça. Alors, c'est issu du blog de Thomas Piketty, donc c'est au-delà de tout soupçon d'excès de libéralisme. C'est la productivité du travail, donc c'est le PIB par heure travaillée corrigé de l'inflation. Alors, bon, je connais l'audience, donc je précise de l'inflation prix. Je sais bien que ce n'est pas la vraie inflation monétaire, mais je pense que Piketty, pour le coup, l'info n'est pas allée jusqu'à lui. Donc, de l'inflation prix bien de consommation. Néanmoins, dans les années 70, on était à un peu en dessous. Alors, si je prends la France, mais vous voyez que là, on a 5 pays de l'OCDE, c'est assez cohérent, les données sont assez cohérentes d'un pays à un autre. On était du coup à un peu moins de 20 euros de PIB produit par heure travaillée. Sur la France, toujours, on est à un peu plus de 55 aujourd'hui. Donc, on a en gros connu une multiplication par 3. On n'a pas eu une division par 3 en face du nombre de gens qui étaient en train de bosser. Et si on prend les choses en série encore un peu plus longue, on est passé d'un état du monde au 19e siècle où en gros on avait 90% des gens qui étaient dans des champs à gratter de la terre et à planter des pommes de terre, comme dirait Jean Covici, et c'était certainement le cas de mes ancêtres. Quand je remonte mon arbre généalogique, sur les états civils, c'est presque littéralement marqué gratte la terre. Et c'est marqué journalier. Voilà, petite histoire. Et à un monde où en fait les gens, en gros, le gros de la force de travail s'est déplacé à l'usine, à un monde ensuite où le gros de la force de travail se déplace vers les bureaux. Et en fait, ce que je trouve difficile dans toutes ces transitions, c'est qu'on voit immédiatement ce qui est détruit.
on voit tout de suite, pour le paysan qui voit arriver le tracteur, il voit tout de suite qu'il va plus pouvoir cultiver des pommes de terre, quoi. L'ouvrier qui voit arriver des chaînes de production automatisées, pareil. L'employé de bureau ou le graphiste qui voit arriver ChatGPT, Midjourney et compagnie, bah pareil, on voit tout de suite ce qui est détruit. Et c'est toujours un peu plus dur de voir ce qui est créé, en fait. Et souvent, ce qui est créé, effectivement, et comme tu le disais très justement, Mika, c'est un travail qui est en lien avec cette innovation. C'est en fait le métier de le gars qui conçoit ou qui entretient la machine, par exemple, dans l'usine. Exactement. Ou au champ, c'est le gars qui pilote le tracteur. Le tracteur ne se pilote pas encore tout seul, encore que de plus en plus, il se pilote tout seul. Par GPS, optimisé en fonction de la météo et tout. Mais du coup, ayez des discussions avec des agriculteurs. En fait, c'est passionnant parce que leur métier, il a profondément évolué, quoi. Et il a un contenu technique qui est maintenant hyper important. J'avais quelqu'un dans le chat qui me... Ah oui, c'est ça. Michaelis, qui nous parlait du revenu universel. Ouais. Alors j'en parle dans l'article d'ailleurs aussi. Ouais, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis un militant du revenu universel depuis très très longtemps. Ça a plein de propriétés prodigieuses. Et d'ailleurs, souvent, effectivement, on le met en lien avec l'évolution du progrès technique. Moi, j'aurais même tendance à trouver que le revenu universel vaut pour lui-même, même dans un monde où il n'y a pas de progrès technique. Il faudrait mettre un revenu universel en place parce qu'en fait, c'est juste ça permet d'avoir une base égalitaire, une base de survie dans la société. Ça permet et puis ça règle tellement de problèmes sur le fonctionnement des systèmes sociaux. Ça casse tout l'arbitraire en fait qui existe dans les systèmes sociaux aujourd'hui, où tu te dis ok, en fonction de tel critère et tel critère que personne ne comprend jamais vraiment parce qu'en fait ça change tous les 2 matins, il y a des quantités de dispositifs dans tous les sens, c'est illisible. Au moins un revenu universel, un revenu de base, bah, c'est lisible, c'est la même chose pour tout le monde. C'est beaucoup plus dur à attaquer aussi socialement. Ça, dans les politiques publiques, les gens qui font des politiques publiques apprennent assez tôt que plus une politique est ciblée sur un groupe en particulier, plus elle est facile à attaquer de la part des autres groupes, alors que quand une politique est universelle, par exemple l'assurance maladie, beaucoup plus dur à attaquer parce qu'en fait tout le monde en bénéficie. Donc ouais, de ouf le revenu universel. On voit le truc avec la PAC, hein, par exemple, la politique agricole commune. Même s'il y en a qui se trouvent complètement lésés là-dedans, elle est très dure à attaquer parce que justement, dès qu'on commence à y toucher, statistiquement, tu as plus ou moins tout le monde qui monte au créneau pour X raisons. Mais effectivement, le revenu universel, pour moi, c'est une des solutions envisagées. Alors, pas la seule. Rarement, hein, une solution vient seule. Mais un petit peu comme ce qu'on a sur la TVA, par exemple, on pourrait imaginer des taxes sur l'automatisation, sur les robots, une taxe sur les robots ou sur l'IA, peu importe comment on la nomme. En gros, j'essaye d'aborder le sujet qui est infiniment tricky et qui est un peu un sujet tiroir. C'est la redistribution des gains de l'IA. Des gains de l'IA, pardon. C'est tout ce que nous permet d'économiser l'IA, tout ce que permet de faire l'IA, serait redistribué, ruissellerait au final sur les personnes, et notamment les personnes en précarité, par exemple. Parce que effectivement, moi je suis assez convaincu aussi par ce système-là que on est dans des systèmes actuellement qui creusent les inégalités, où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Et forcément, ça nous pète à la tronche. Ça nous pète à la tronche tous les 40-50 ans, hein, au final. À chaque génération, ça nous pète à la tronche d'une manière ou d'une autre, où tout le monde commence à se taper dessus parce que personne n'est content, quoi, au final. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est un sujet dans le sujet, ça, effectivement. Et j'en parle notamment de ce risque d'accroissement des inégalités, de la précarité, que ce soit lié à la technologie, mais aussi à la façon dont le travail. Et le travail, on le fait beaucoup. Par exemple, moi, je le fais aussi par plaisir, par aspect social, mais on travaille aussi pour gagner de l'argent. Et si on veut gagner cet argent, c'est pouvoir vivre au moins décemment, hein. Et donc, c'est toute cette partie-là qui est potentiellement redistribuée quand on a un paysage du travail qui peut être modifié ou altéré par une avancée technologique. Mais pour moi, c'est un bon moyen justement
vu qu'on est en mode, le paysage de l'emploi, on redistribue les cartes, on redistribue toutes les cartes. Et c'est l'occasion de parler de choses qu'on met sous le tapis ou qu'on ne veut pas aborder parce que c'est compliqué. Je vois un message qui me fait un peu réagir dans le chat. Qu'une politique de redistribution peut fonctionner correctement sans une gestion stricte des frontières. En fait, je pense littéralement tout l'inverse. Je suis désolé pour la personne dans le chat. Je suis aussi d'accord avec ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une gestion stricte des frontières veut dire donc du coup des lois différentes, sauf qu'on est dans un monde globalisé et que dans un monde globalisé où chacun va essayer de tirer sa part du lion dans l'utilisation justement des nouvelles technologies, en fait, on se retrouve précisément dans un monde où du coup les États sont en concurrence et où en fait la seule chose qui arrive, c'est que le droit des travailleurs devient de moins en moins bon et ainsi de suite. En fait, typiquement, avec la technologie, dans ma tête, un universalisme et des lois transfrontalières sont nécessaires pour justement avoir une juste répartition et donc du coup un manque d'inégalité, enfin une diminution des inégalités. Donc c'est assez marrant comme manière de voir les choses, comme quoi on peut voir les choses différemment. Allez, moi aussi, je m'embarque dans la faille politique qu'on a ouverte. Merde, on parlait de... Bon, en même temps, le chômage, c'est quand même une thématique assez politique, il faut bien reconnaître. Pour peut-être vous surprendre, qui sait. On parlait d'inégalité, de pauvreté, etc. Moi, j'ai un truc que j'ai appris dans mes études et qui m'avait un peu retourné le cerveau à l'époque, qui est que, en fait, il y a souvent une relation inverse entre l'inégalité et la pauvreté. Quand l'inégalité augmente, souvent la pauvreté baisse, et quand la pauvreté augmente, souvent l'inégalité baisse. Choisis ton camp, camarade. Est-ce que tu luttes contre la pauvreté ou contre l'inégalité? C'est dur de faire les deux en même temps. Et en fait, c'est une idée que j'avais observée notamment à l'échelle territoriale, quand on compare différents territoires. Moi, mes études à la base, c'est des études plutôt de politique territoriale, on va dire. Quand on compare différents territoires, ça fonctionne assez bien. Et je me suis demandé, là, en vous écoutant, si ça marchait aussi sur la France, par exemple. Alors là, on voit depuis 2021 cette évolution du taux de pauvreté qui, malheureusement, a bien monté. On était autour de 7% en 2021. On est à 8,5% en 2022, quand la série s'arrête. Et ici, on est plutôt, du coup, sur une baisse des inégalités. Alors, pas très marquée. C'est l'indice de Gini que je vous affiche là. Donc l'indice de Gini, c'est l'indice de Gini, il vaut 0 quand toute la population gagne la même chose, et il vaut 1 quand il y a une personne qui gagne tout et tout le monde qui gagne rien du tout. Et donc il évolue toujours entre 0 et 1, donc là entre 0 et 100, vous avez compris. Et effectivement, on est plutôt sur là en tout cas sur jusqu'à 2020. Alors il faudrait voir les années 21, 22, 23, 24, mais sur une baisse légère des inégalités en France. Et oui, on n'est pas après 2020, mais en même temps, après 2020, c'est le Covid, et donc ça se trouve, c'est typiquement une période qui met le bordel à l'intérieur de... Je vais voir ce que ça pouvait le Covid là-dessus. Enfin, même de toute façon, sur désolé, le temps de regrouper toutes les stats et d'en faire des moyennes sur Statista, ça prend généralement plusieurs années, d'où le fait qu'il n'y ait rien après 2020, parce que justement, on est encore en train de compter. Et juste aller pour rejoindre juste le débat sur le revenu universel qu'il y a eu précédemment, et c'est vrai, il y a notamment c'est Elix24 qui parlait notamment de, en plus d'un revenu universel, il faudrait imaginer d'autres services, et je suis tout à fait d'accord. En fait, le truc, c'est que le revenu universel n'a pas de sens tant que ça, si d'un coup, en fait, tout part en live, et que en fait, les besoins nécessaires pour pouvoir vivre ne sont pas regroupés par ce revenu universel. Si on a un revenu à 1000 € et qu'en fait, un logement simple de 10 mètres carrés pour une personne avec juste un lit et une armoire coûte 5000 €, ça n'a pas de sens. Donc du coup, finalement, c'est un ensemble global qu'il faut essayer d'avoir en tête. Et c'est pas une remarque complètement fausse. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que si tu vois, en France, l'État gère 61% du PIB, presque les 2/3. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on se compare aux autres pays de l'OCDE sur les taux de croissance, sur tout un tas de choses, c'est pas incroyable, quoi. On s'en sort pas hyper bien. Tu prends la Suisse, par exemple. La Suisse, ils sont à 30% de leur PIB qui est géré par l'État. J'ai pas l'impression que les Suisses... Quoi ? Tu prends la Suisse. Ouais, mais tu prends les États-Unis, c'est pareil. Tu prends le Canada, c'est pareil.
C'est assez contrasté dans les pays scandinaves. Il y en a qui sont plutôt comme nous, de mémoire, c'est la Suède, je crois, qui est à 61, et d'autres qui sont beaucoup plus bas, un peu plus comme Suisse, Canada, États-Unis. L'histoire, c'est que si tu donnes... Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'idée du revenu de base, c'est que tu laisses les gens choisir ce qui est prioritaire pour eux au niveau de la dépense. En fait, tu donnes la liberté aux gens de mettre leurs sous là où c'est important, quoi. Plutôt que de faire un chèque pour aller chercher à manger, un chèque pour partir en vacances, un chèque pour te loger. Alors, moi, j'ai pas envie de recevoir des chèques pour faire que l'État décide s'il faut que j'alloue 5 ou 10% de mon budget à aller au théâtre, quoi. J'ai envie de choisir tout seul. Après, ça marque aussi le point sur le fait qu'en France, et c'est 61% le révèle bien, alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule? On a un niveau de culture économique, financier qui est catastrophique. Oui. Et on va dire, laisser les gens placer leur argent, le problème c'est que il y en a plein qui ne veulent pas, qui ne savent pas, parce qu'on ne les a pas acculturés, on ne les a pas formés à ça. Alors qu'effectivement, on prend par exemple les États-Unis, il y a une culture financière qui est déjà beaucoup plus assumée et où on laisse les gens se débrouiller, quoi. Alors, moi j'ai un problème avec cette take, mais. Moi, je t'avais réussi à passer au deuxième sujet. Là, c'est fini. Ouais, Le c'est clair, deuxième. Là, on a totalement dérapé du sujet de départ. Ouais, on a totalement dérapé. Mais en fait, on a dérapé et en même temps non, parce qu'en fait, on se rend bien compte ici que C'est socioculturel. typiquement, une IA, c'est quelque chose qui vient changer la société et la société elle-même mérite des changements. Donc du coup, en fait, ça se regroupe assez. Le principe de dire, typiquement en Amérique, on a une culture financière, je regarde en ce moment des émissions de personnes qui se font engueuler parce qu'ils font que de signer des crédits à la consommation et qui se rendent pas compte que typiquement quand ils payent 8000 balles leur voiture avec leur carte de crédit, en fait il faut le payer, sinon ils ont des taux de remboursement à 30% par an, enfin genre juste des trucs complètement démentiels, et ils se retrouvent endettés à pas savoir comment faire. Donc en fait cette culture financière, elle est juste mauvaise partout, j'ai l'impression. Enfin, c'est juste un truc sur lequel laisser les populations sans avoir de culture financière est finalement quelque chose d'intéressant pour tous les États. Donc, en fait, pourquoi Alors là, former... j'ai presque envie de remettre une pièce. Est-ce qu'on a besoin tous... Faut qu'on change de sujet, là. Je finis là-dessus. Comment ça se fait qu'on a tous besoin d'avoir les compétences d'un gestionnaire de hedge fund pour pas se faire plumer sur les marchés financiers? À quel moment est-ce qu'on a accepté dans cette situation? Si on était... Non, mais, je retourne au 19e siècle. Au 19e siècle, on est dans un système où les monnaies fiduciaires, mais du coup, elles n'étaient pas vraiment fiduciaires, elles étaient assises sur l'or, et où en fait, tu voulais garder tes sous, tu avais un équivalent à de l'or, et donc tu pouvais garder tes sous sur de la durée. Et tu n'avais pas besoin d'être un gestionnaire de hedge fund, d'être un venture capitaliste pour garder tes sous dans la durée. Là, la raison pour laquelle on est obligé de se faire chier à comprendre, de se faire chier à comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. Est-ce qu'il faut que j'achète le S&P 500, des bons du trésor américain, des bons du trésor chinois, de la crypto, du Solana, du machin? On n'en sort plus, c'est invraisemblable. La seule raison pour laquelle on est obligé de faire ça, c'est qu'en fait la monnaie est perpétuellement dévaluée. Et elle est perpétuellement dévaluée parce qu'elle est imprimée pour rien. Elle est minée du Bitcoin. Elle est minée du Bitcoin. Et laissez l'IA faire pour vous. Donc, ça sera un sujet pour plus tard. La proposition, face à l'IA, la seule solution, c'est un revenu universel versé en Bitcoin. Exactement. C'est ça qu'on est en train de se dire. Il y a un truc à creuser. Je pense qu'on va aborder le sujet les finances gérées par IA peut-être dans 2 semaines. Allez. Ouais, oui, c'est vrai, on fera les IA sont-elles meilleures que nous pour gérer vos finances? Effectivement, dans 2 semaines. Parce que, donc, jeudi prochain, on sera pas là parce qu'on sera, on célébrera, c'est l'Ascension, je crois, ou la victoire sur les nazis, je sais plus, c'est l'Ascension. Voilà. Donc, jeudi prochain, on sera pas là. Par contre, le jeudi d'après, effectivement, on discutera de savoir si l'IA est meilleure que vous à la gestion de la finance ou pas. Bon, allez, attaquons le deuxième sujet dans les 10 minutes qui nous restent. Nos apprenants ont du talent. On a, vous savez, la première promotion IA qui est sortie de chez Alira. Gloire leur soit rendue. Peut-être qu'il y en a dans le chat. Faites-nous coucou si vous êtes dans le chat. Et Cyril, tu voulais revenir sur quelques-uns des projets qui t'ont marqué, qui ont été soutenus par les apprenants.
Ouais, tout à fait. On va même en présenter deux, plus précisément. Hop là, je vais vous présenter ça ici. Je suis du coup sur deux projets de deux groupes différents. Le premier, ce sera donc du coup un groupe qui a décidé de faire un entraîneur sportif directement version IA. Tu peux zoomer dans le PDF? Oui, bien sûr, je vais faire ça. Et le deuxième, c'est un système de gestion des déchets pour les villes. Donc voilà, on est parti un petit peu sur ces deux éléments-là. Je vais vous présenter un tout petit peu les light papers et avec et Michael, tu nous dis éventuellement ce qui a été fait en termes de réalisation. Ouais. Ça te va? Ok. Ouais. Du coup, ici on a donc le light paper de Kili, qui est un coach sportif tout le temps disponible pour vous. Et l'idée de ça, c'est que tout simplement, il y a un gros marché aujourd'hui pour le sport et il y a un marché aussi pour l'aménagement personnalisé du sport. Cette problématique-là, ou bien on paye un coach sportif entraîné, genre normé avec des diplômes d'État et ce genre de choses, ou bien vous faites confiance aujourd'hui à globalement des vidéos en ligne qui vous proposent des parcours un peu tout faits. Là ici, l'idée, c'est d'avoir enfin quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Personnalisé comment? Notamment avec, par exemple, de la computer vision. L'idée, c'est typiquement d'avoir une idée précise de ce que fait la personne pour pouvoir dire, voilà, donc tel mouvement, tu le fais bien, tel mouvement, il faudrait le faire plutôt comme ça. Le fait est que je sais pas exactement quelle a été la réalisation finale, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, on a en face de nous une IA qui nous dit, ok, fais plutôt comme ça, et tu pourras muscler de manière beaucoup plus pertinente telle partie du corps que tu essayes actuellement de muscler. Et donc tout ça, ça a été fait dans le cadre d'Alira. Donc on a évidemment un light paper, il y a eu beaucoup d'autres réalisations, des business models qui ont été faits, et aussi une réalisation technique d'un développeur, qui en l'occurrence est Eric Zongo, qui a réalisé ça. Non, c'est Tristan. Alors, Je sais Eric, plus. c'était le consultant. C'était consultant. Donc du coup, c'est bien Tristan, le développeur. C'est ça. Et est-ce que tu sais quelle a été la réalisation effective de ça, Ouais. niveau de... Parce que là, effectivement, on parle de la cible, d'avoir un coach sportif. Il a fallu prendre la problématique par un point, un point d'entrée et une durée. Donc là, ce qui a été réalisé, c'est plutôt une partie spécifique liée au sport d'hiver et notamment le ski, où en fait, la machine est capable de reconnaître quelqu'un de manière générale, mais pas forcément bien dans le contexte, par exemple, de la pratique du ski. Parce qu'on a une combinaison, on a des skis, tout un tas de choses. Donc là, en fait, ce qui a été réalisé, c'est le fait de bien détecter une personne, un skieur ou une skieuse, en fait, sur une piste ou sur n'importe quoi. Parce que justement, le but de ces outils-là, c'est à la fois de te dire si ce que tu fais est bien ou pas bien. Ça, c'est une première chose. Mais l'idée aussi sous-jacente, c'est de te fournir un programme, on va dire, spécialisé, à ce que tu es en train de faire pour justement atteindre un ou plusieurs objectifs. Donc là, on était clairement sur ce type de réalisation. Déjà, première brique, c'est reconnaître et de manière précise quelqu'un qui fait du ski, par exemple. Ok, et du coup, ça a été fait avec de la data, j'imagine, un peu entraîné, et ce genre de truc. En fait, là, ce qui se passe, en fait, il y a deux écoles. Soit tu réinventes la roue, tu repars de zéro, mais c'est pas très smart, comme on dit. Et en plus, ça demande du temps, du matos, c'est tout un tas de choses qui est pas utile. Ou alors, la deuxième école, et c'est celle-là qui a été préconisée et choisie, déjà de manière générale, mais aussi dans le contexte de la formation, c'est de partir sur une base de modèle qui sait repérer quelqu'un dans un environnement, et ensuite de l'affiner, ce qu'on appelle du fine-tuning, sur justement avec de la data, donc des photographies de personnes qui font du ski. Et d'entraîner justement notre modèle à reconnaître plus précisément quelqu'un qui fait du ski sur une photographie, sur une vidéo. De toute façon, un flux vidéo, et notamment sur l'image, c'est des frames d'images superposés. Donc c'est du traitement d'image quoi qu'il arrive. Et en fait, le résultat qui était attendu et qui a été atteint, c'est d'avoir une meilleure précision à la fin sur des personnes pratiquant du ski que ce qui était capable de faire le modèle avant. Ok. Trop bien. Très cool.
Donc ça, c'était un petit peu le premier projet, et donc c'est un réel technique. Je vais vous présenter du coup le deuxième, qui lui est un projet à destination plus de la ville finalement. C'est l'IA pour la gestion des déchets, pour évidemment des municipalités. L'idée ici, donc là je vous présente un gros white paper de leur protocole, avec notamment l'état des lieux et la méthodologie qui a été effectuée lors de la réalisation du projet. Moi, ce que je vais aller regarder, c'est plutôt les chapitres sur notre solution. Donc, hop, je vais scroller un petit peu, désolé. Ouais. Leur solution, l'idée, hop là, excusez-moi, pas mal de trucs à scroller. Notre solution, Green Guardians. Et donc, ça, c'est le deuxième projet. L'idée ici, c'est donc de permettre à des villes de... c'est écrit ici, hein, donc je vais juste un petit peu lire ce qu'il y a écrit. Donc, c'est-à-dire réduire les déchets sauvages, éduquer les citoyens et optimiser les processus de collecte et non pas uniquement de traitement des déchets, avec donc du coup une proposition de valeur qui est liée en fait aux villes et notamment à la gestion des caméras de surveillance pour pouvoir essayer de comprendre au mieux les déchets qui sont déposés un petit peu partout. Ça, encore une fois, l'idée c'est de pouvoir proposer derrière une solution qui a été faite avec un groupe incluant 2 consultants et un développeur, et donc l'ensemble étant un projet global qui a été réalisé avec, pareil, encore une fois, un développement d'application pour justement ce cas d'usage-là. Et Michael, est-ce que tu as vu un petit peu leur projet et ce qu'ils en ont fait? Ouais, je les ai tous plus ou moins suivis. Alors celui-là, quand on parle de celui-là, alors ça veut pas dire que les autres, il n'y a pas de boulot, bien au contraire. Celui-là, c'est peut-être le projet qui est le plus abouti en termes de réflexion et de ce qu'on appelle le discovery, hein. Donc, dans la culture et la démarche produit, c'est un terme bien connu. En gros, c'est d'aller chercher toutes les informations sur le secteur de marché qu'on veut adresser et sur ce qu'on va vouloir réaliser et ce qu'on apporte comme valeur sur ce secteur-là. Et c'est peut-être celui où il y a eu le plus de travail. On le voit, hein, il y a beaucoup, beaucoup de slides, il y a beaucoup Oui. de choses qui sont issues de leur travail. Hein, c'est pas juste une plaquette reprise à droite à gauche. Euh, donc, ce qui a été réalisé dans un premier temps, c'était justement la détection, pareil, de l'analyse d'image, hein. Ça rejoint un petit peu le projet d'avant, hein, d'aller repérer en fait des canettes jetées ou des bouteilles en plastique, hein, donc des déchets, hein, de manière générale, pour venir les détecter au sein d'une image. Et généralement, quand on sait le détecter sur une image, on sait le faire, hein, sur un flux vidéo. Le principe est sensiblement le même. Donc là, toujours dans l'idée, hein, de venir détecter quelque chose dans un environnement. Donc là, c'est ce qui a été réalisé. C'est pareil, d'entraîner un modèle à, dans un contexte par exemple urbain, reconnaître des détritus par terre, hein, par exemple par terre ou n'importe où. Et bien aller détecter ces détritus et faire la différence par exemple entre une canette de soda juste posée mais qui n'est pas considérée comme un détritus, d'une canette par exemple broyée, jetée par terre et juste là ça forme un détritus. Donc tout ça c'est aussi ce qui a été réalisé. Donc il a fallu aller chercher les jeux de données, hein, qui vont bien pour entraîner notre IA à reconnaître ce genre d'objet. Et du coup, ça me fait penser à la question des datasets. Comment ça a été Ouais. récupéré? Est-ce que tu as une idée un petit peu Ouais. de ce genre de Ouais, truc? et puis d'ailleurs, on les aide, enfin, on les forme Bien plus sûr. exactement à structurer. En fait, sur un projet d'IA, globalement, entre 80 et 90% du temps qu'on va passer, de la complexité, entre guillemets, c'est d'aller capter, collecter et traiter la donnée. C'est Ouais. pas de bras, pas de chocolat. C'est l'essentiel du temps. Derrière, construire l'architecture du modèle, la technologie, ça, alors, ça peut être un peu compliqué, mais c'est une conséquence, hein, de la chose. Donc en fait, il y a deux choses qui ont été conseillées et qui sont conseillées la plupart du temps. C'est d'aller récupérer dans des banques, hein, de données ces images-là. Donc par exemple sur la plateforme Kaggle, hein, Mhm. qui est un peu la mine d'or pour tous les data scientists et les personnes qui créent de l'IA. Hein, il y a des datasets sur tout et n'importe quoi. Et derrière aussi, c'est toujours important quand on veut cibler en fait un usage précis et un contexte précis,
C'est que tu vas faire des photos. Tu vas toi aussi aller collecter ou créer de la donnée, hein. C'est toujours un petit peu conseillé, surtout quand on est sur ce genre de cas, parce que peut-être que la donnée qu'on va collecter, je sais rien, je vais dire une connerie, mais c'est des détritus dans la ville de New York. Ouais. Mais peut-être que dans une petite commune française, la typologie est pas la même, donc potentiellement ton modèle va être un peu biaisé et aura du mal à bien réagir dans un autre contexte. Donc voilà, c'est d'aller aussi essayer d'avoir un panel de données représentatif de la cible qu'on veut atteindre. Ok, intéressant. Et là, ici, ils ont eu des résultats intéressants à noter ou... Ouais, alors ils avaient un objectif. Le premier objectif, Ouais. c'était d'atteindre un niveau de précision sur des canettes et des bouteilles de plastique, si je dis pas de bêtises, à plus de 86%. Ok. Alors, Donc en gros, on euh, leur donne une image et il est capable à plus de 86% de dire ouais, ok, c'est ça c'est ça. un détritus. Ok. Et de dire quel type de détritus c'est. Est-ce que c'est une canette ou est-ce que c'est une bouteille plastique? Ça aussi, c'est important. Et ce qui est important aussi quand on crée ce genre de solution, c'est quel niveau de granularité on veut. Est-ce que c'est une canette? Est-ce qu'on veut un niveau de précision sur le type de détritus? Peut-être sur la texture du détritus, sa taille, voilà, il y a tout un tas de choses. Mhm. Parce qu'au-delà de dire, bon, il y a un détritus par terre, ok, mais en fonction de son type, de sa couleur, de sa consistance, de sa taille, va peut-être pas être traité pareil et de la même façon. Donc ça, c'est important aussi. Et ça, hein, c'est ce qui a été réalisé dans le cadre de canettes en métal, hein, du coup, et des bouteilles en plastique. Ouais, carrément. On Et a une question de... 86%, bon, on peut balancer des chiffres magiques comme ça. On considère qu'un modèle est intéressant à partir de 85% de précision. Et on estime qu'il est viable vraiment à une utilisation, on va dire professionnelle, à partir de 90-95%. C'est pour ça que moi, et juste, je digresse 10 secondes sur ce qu'on disait Ouais. tout à l'heure sur le génératif. En entreprise, quand on se pavane avec des résultats d'accuracy entre 60 et 80%, moi ça me fait doucement rigoler parce qu'on est très loin de modèles qui sont viables parce qu'ils ont un taux d'erreur qui est beaucoup trop élevé. Voilà, je resterai là. Donc on a encore beaucoup de, on a À encore bon beaucoup de travail. entendeur, salut. Voilà. On a une question de Julien qui nous dit, on voulait savoir si le nombre d'images qu'ils ont utilisé pour entraîner est combien pour tester, et si le volume est important, ils ont manuellement indiqué présence d'un déchet sur l'image ou non. Ouais. C'est quoi le Alors process? le volume et la qualité sont deux caractères importants. Si tu as 10 millions d'images, mais que ces images ne sont pas de bonne qualité, tu vas avoir un souci. Généralement, un adage qu'on connaît bien, c'est garbage in, garbage out. Si t'as pas de la bonne donnée en entrée, tu n'auras pas de la bonne prédiction en sortie. Hein. Donc, faut se dire, une image bien captée, bien normalisée, bien traitée et qui reflète assez bien la réalité, une centaine d'images est suffisante pour chaque type de détritus. Donc là, on a la méthodologie et puis plus haut, ce qu'ils ont fait, hein, où justement, là, on avait le modèle en action hein, sur ce qui avait été entraîné. Et on voit par exemple sur la deuxième image qu'on est à la fois capable de détecter une bouteille en plastique, qu'aussi une canette hein, qui se balade et qui est dans un contexte où même le humain pourrait passer à côté. C'est assez rigolo, mais pas la machine. Parce que la canette, Ouais, elle est c'est quand même simple. relativement planquée, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, J'utilise de la donc cristalline. voilà, Ceci n'est pas un placement de produit, Cristalline ne nous rémunère pas. exactement. C'est des chiffres, hein, avec Là, on la pourrait flotte faire metteur en un bouteille. modèle qui... Il existe des modèles qui floutent hein, aussi des choses. Bon, allez, En passons vrai, à notre troisième sujet dans le quart d'heure qui nous reste. juste, c'est quand même très cool de pouvoir produire ça en l'équivalent de 3 mois. Du coup, rappelle C'est quand même, incroyable. pour ceux qui ont envie de pouvoir réaliser ça, il y a encore des inscriptions en cours pour les projets, enfin pour les formations IA qui Ouais. commencent dans une semaine et demie, du coup, maintenant. Ouais, c'est ça, Donc, dans 10 jours, ouais, exactement. Ouais. Ah, Donc, si vous voulez avoir Michael comme prof et toute la Dream Team sur l'IA, JK et compagnie, et les anciens. il vous reste 10 jours pour vous inscrire et pouvoir faire joujou avec l'IA et faire monter le taux de accuracy de 65 à 90. Et peut-être pour finir là-dessus, toutes ces personnes, avant d'entrer en formation, n'avaient aucune connaissance technique ou technologique de la chose. Ouais. C'est-
From zero to hero. Et c'est un peu ça. From zero to, en tout cas, on essaye de faire des gens bien, quoi. Et ils y arrivent pas trop mal. Allez, parlons un peu de la décentralisation sur la blockchain. Alors là, franchement, aujourd'hui, c'est la journée des sujets polémiques. On aime, j'introduis le sujet et ensuite, Cyril, bonne chance. On aime se dire, Il y a plein de trucs. avec les technologies blockchain, que ce sont des technologies décentralisées. On n'arrête pas de se répéter, c'est décentralisé. D'ailleurs, c'est dans le titre du white paper de Bitcoin, Decentralized, pay to système de paiement pair à pair pour du cash digital. Donc, on aime se dire qu'on vit des systèmes décentralisés, et ce qu'on entend en général par décentralisé, c'est quoi? C'est le fait que personne ne maîtrise tout seul le système et que personne ne peut contrôler le système, et qu'à minima, l'information est répartie entre plusieurs personnes, l'information et la capacité de prendre des décisions. La définition de décentralisé, je pense que c'est un des mots qui est les plus mal définis de la langue française dans un contexte blockchain. Je pense que c'est même pire que les mots démocratie, libéralisme et compagnie. C'est vraiment un sens qui est différent à chaque fois que quelqu'un l'utilise, c'est une catastrophe. Mais bon, en général, on est d'accord pour dire que il faut que ce soit chez plusieurs entités, et il faut que qu'aucune de ces entités ne puisse contrôler seule le bidule. Cyril, rassure-moi, on n'aurait tout de même pas des projets qui se présenteraient, ou des blockchains qui se présenteraient comme étant décentralisés et qui ne le seraient pas vraiment. Je ne peux pas croire qu'une telle chose soit possible. Non. Bon, allez, on va quand même être obligé un petit peu d'en parler. Du coup, il y a plusieurs angles disponibles à notre petite take aujourd'hui sur la décentralisation. La première, c'est qu'est-ce que c'est que la décentralisation des blockchains? Et ensuite, on ira un petit peu voir, par exemple, les protocoles. Donc, du coup, la décentralisation des blockchains. Un des trucs qui est intéressant et qui est souvent utilisé pour la décentralisation des blockchains, c'est notamment ce qu'on appelle le Nakamoto coefficient. Donc du coup, hop, je vais partager mon écran avec ce petit truc. Hop. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est quelque chose de clair ou pas, mais au moins on va pouvoir un tout petit peu en parler. Le Nakamoto coefficient, c'est un coefficient qui indique combien faudrait-il de nœuds ou d'individus pour pouvoir tout casser dans une blockchain. Et donc plus ce nombre est élevé, mieux c'est. Il se trouve que si on regarde un petit peu pour les blockchains les plus classiques, on se retrouve avec finalement des chiffres pas fous. On peut voir notamment Ethereum qui est à 1. On peut voir en revanche Polkadot qui est à 92. Donc très bien, déjà on peut voir un truc qui est assez intéressant, c'est que la décentralisation d'Ethereum finalement elle est peut-être pas si grande que ça. Attends, mais comment ils ont fait? Parce que là, moi, on ne prépare pas ces sujets à l'avance, hein, donc je découvre avec vous comment c'est possible que Ethereum ait un score aussi mauvais, Cyril. En fait, le truc, c'est que il y a deux, trois éléments qui sont à prendre en compte. Un, sur Ethereum, le double consensus fait que, ok, on peut mettre la blockchain à l'arrêt, mais on peut, en fait, elle continue quand même et elle est en capacité en fait de se résorber tout seul. Donc en fait, le Nakamoto coefficient pour Ethereum, il est un petit peu particulier. Il faut apporter une nuance quand même à ça. Sur Ethereum, on va considérer que ce Nakamoto coefficient, il n'est pas très intelligent. Sur une autre techno, de toute façon, il y a toute la méthodologie qui est indiquée à la suite du site, qui est sur nakaflow.io. En gros, l'idée, c'est de se demander combien à chaque fois il y a d'opérateurs qui sont sur la blockchain, et notamment combien de nœuds possède-t-il. Et c'est là où aussi très souvent le bas blesse, c'est qu'en fait, très souvent, il y a un opérateur qui possède une grosse majorité des nœuds. Par exemple, sur Ethereum, c'est simple. Si on prend juste les nœuds qui sont opérés par Binance, Coinbase et les plus gros sex, en fait, on se rend compte que ces nœuds ont une force de frappe aujourd'hui sur Ethereum énorme. Pareil pour Lido éventuellement. Ouais, quand tu dis nœud, tu dis validateur, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc cette idée-là, en fait, elle vient quand même corroborer l'idée que aujourd'hui, on a de grands acteurs qui vont en fait participer à la bonne tenue des blockchains, et ces grands acteurs-là mettent à mal en fait cette idée même de décentralisation. Si on fait face par exemple à Coinbase qui a, admettons, 2000 nœuds validateurs, nous en tant que simple individu qui en avons qu'un seul, en fait on pèse très peu par rapport à ce genre d'acteurs. Mais c'est en même temps normal, c'est aussi une juste concurrence dans ce monde-là, et Coinbase fait face à Lido par exemple, donc du coup les deux
Les deux vont interagir en tant que gros acteurs et vont avoir un poids qui vont essayer de se concurrencer. Et chacun n'a pas intérêt à faire du mal à l'autre, évidemment, parce qu'on se fait du mal à soi-même dans ce cas. Bref. Ça, c'est un premier truc, c'est déjà comprendre que la décentralisation, on est sur une échelle, c'est jamais tout blanc ou tout noir, et que dans les compromis que l'on fait dans une blockchain, il faut avoir en tête l'idée qu'il y a des validateurs qui sont plus ou moins forts. Si on regarde un tout petit peu, par exemple, un Solana, ici, ils sont à 20, donc ils sont plus que, par exemple, Polygon, ou même Multiversix, ou Binance, peu importe. Alors même qu'on vient très souvent reprocher à Solana de ne pas être décentralisé. Ils ne le sont pas parce que ça demande aujourd'hui trop de puissance informatique, avec des gros serveurs pour pouvoir les faire tourner, donc c'est complexe. Bref, il n'empêche que ce Nakamoto coefficient, il a un intérêt parce qu'au moins il nous permet de comprendre assez facilement quelles sont les blockchains qui tendent à essayer d'aller vers une décentralisation. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, il y a un truc sur lequel j'aime bien arriver, c'est ce qu'on appelle les clés admin. Alors, c'est un peu con, mais je vais notamment en parler dans le cadre de Polygon. Ici, je vous présente donc un article. Je suis toujours en train de partager mon écran. Oui, c'est bon. C'est un article qui a été fait notamment par, je ne me rappelle plus, c'est DeFi Watch, qui explique, nous, on aimerait bien que Polygon nous explique des choses sur les clés admin. En gros, chez Polygon, il y a un contrat qui permet de faire du staking. C'est exactement la même chose que sur Ethereum. Sauf que ce contrat de staking, c'est un contrat qu'on appelle upgradable. Donc du coup, on peut modifier en fait les fonctionnalités de ce contrat. Et aujourd'hui, qui peut upgrader ce contrat? Eh bien, c'est en gros l'équipe de Polygon. Il y a 8 clés. Là-dessus, ouais. je me permets de me glisser dans la discussion parce que ouais. je pense que c'est très clair pour les développeurs, notamment les gens qui sont en cours avec toi. Effectivement, cette idée que les smart contracts en vrai sont upgradable, le plus souvent quand ils sont prévus, mais en général on prévoit qu'ils soient upgradable, et que donc en fait on peut les modifier. Dans la tête de beaucoup de consultants, de gens qui s'intéressent à la blockchain sans être développeurs eux-mêmes, les smart contracts sont immuables. Donc je pense que c'est important de rappeler que en fait, surprise, surprise, non, pas toujours. Tu as des smart contracts dont on peut prévoir qu'ils sont modifiables, qui sont modifiés, quoi. Exactement. Mais en fait, il faut bien le prévoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un contrat qui, lui, ne sera jamais upgradable, et on peut prévoir techniquement l'idée qu'il soit upgradable. Donc, du coup, dont on peut modifier les fonctions. C'est important, ce truc-là, de modifier les fonctions. On peut pas modifier le stockage, on peut pas modifier ce qui a déjà été mis. Par contre, on peut modifier le comportement futur du contrat. Et en fait, cette modification de comportement, elle est extrêmement importante. Dans un contrat de staking, c'est par exemple combien y a-t-il besoin de faire, de mettre d'Ether, ou de Matic en l'occurrence, pour pouvoir changer les choses. Mais aussi, par exemple, comment on fait pour valider et typiquement, est-ce que j'ai le droit ou non de valider? Peut-être qu'un jour, en changeant une fonction, en fait, plus personne ne pourra valider. Et donc, du coup, la blockchain sera à l'arrêt. Et typiquement, pour changer ce contrat, pour faire ces modifications-là, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un multi-sig wallet, donc du coup, un wallet qui est composé de plusieurs signataires, et il faut qu'au moins 5 parmi 8 signataires signent la validation d'une transaction. 5, pourquoi 5? C'est parce que c'est juste au-dessus de la moitié, et que c'est simple, il y en a 4 qui font partie de la team de Polygon, et 4 qui font partie des acteurs de l'écosystème Polygon. Et donc comme ça, il s'assure que c'est un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir dire ou non si oui ou non il y a modification du comportement même du staking de Polygon. Mais en fait, ça va loin ce truc-là. C'est parce que tout simplement, avec ces clés admin, on peut tout changer. On peut par exemple tout récupérer des matiques qui ont été mises en jeu et qui ont été stakées. On peut se faire voler ces matiques, c'est ça que tu es en train de me dire? On peut se faire voler ces matiques. On va dérober mes matiques s'il y a 5 mecs qui se mettent d'accord entre eux, c'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Et donc du coup, c'est un truc qui vient très souvent... Un swap en direct vers de l'Ether, là, bouge pas. Non mais en fait, c'est un truc à la con, mais on n'y pense pas assez. Cette décentralisation-là, notamment dans le proof of stake, elle vient aussi du staking. Et donc, comment on gère ce staking? Très souvent, c'est par un contrat. Chez Polygon, ils ont décidé de le mettre upgradable avec un multi-sig wallet, avec donc du coup ce qu'on appelle des clés admin qui peuvent modifier ce contrat. Et donc finalement, hop, on a d'un coup un gros point de centralisation, un gros point sur lesquels en fait, toute la sécurité de la blockchain repose et sur lesquels en fait, il y a 5 personnes qui peuvent décider du futur de tout un réseau. Et puis, voilà. Si je alors,
peut-être que leur âme est pure. Moi, je les connais pas, ces gens. Donc, imaginons que leur âme soit pure, tu vois, et qu'ils se disent qu'ils vont pas comploter à 5 pour arrêter tout le truc et détruire ce qu'ils ont créé. On peut l'imaginer. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas tout seuls sur Terre. Et que si un État leur tombe dessus à bras raccourcis, en estimant que, par exemple, ils font du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme ou je ne sais quelle autre saloperie, et qui se retrouvent en prison, devant faire face à des peines de 20 à 30 ans de prison, sauf s'ils actionnent leur petite clé magique. Qu'est-ce que ces individus vont faire, quoi, même si leur âme est pure? Est-ce qu'en fait, le simple fait que ce soit possible n'est pas déjà un problème? Ouais, non, c'est ça, c'est un peu La compliqué, mais tu question vois, se pose, typiquement, dans l'article que je montre, qui date de 2021, c'est une lettre qui était postée à Polygon. Je sais pas à quel point il y a eu réponse à ces lettres, mais en gros, typiquement, il y a 10 points qui sont évoqués, dont notamment quelles sont les juridictions qui vont gouverner les personnes qui gèrent justement ce Bah ouais, de ouf. multisig, et donc en quoi ils sont prêts à briser les chaînes des lois qui leur sont imposées. Donc, c'est exactement le genre de question qui est posée dans cette lettre ouverte. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis permis de la partager dans le chat. Parce que c'est assez intéressant de voir à quel point, en fait, typiquement, d'avoir ce genre de point de centralisation, ça met en cause, en fait, toute la décentralisation de la blockchain. Donc, je trouvais ça assez intéressant à évoquer quand même, ce truc des key admins. Donc voilà, ça c'était pour du côté des blockchains. Dernier point du côté des blockchains aussi à évoquer 30 secondes. On parle très souvent des layers 2. La plupart des layers 2 reposent notamment sur ce qu'on appelle des relayers, ou par exemple avec Starknet, il va falloir un point d'entrée off-chain ou dans lequel on va faire tous nos calculs pour pouvoir envoyer ces calculs et ces preuves on-chain. Il y a donc du coup très souvent un point en dehors de la chaîne qui va permettre en fait de passer sur la chaîne. Et très souvent, ces points, en fait, c'est des points ultra centralisants parce que demandant beaucoup de puissance informatique et de la connaissance aussi qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, voilà, il y a aussi à prendre en compte ça, c'est qu'aujourd'hui, plus les technologies avancent, plus les technologies vont aussi vers du calcul et du travail informatique. Ce travail informatique demande forcément aussi des petits points de centralisation. Donc, voilà, faut faire aussi attention à ce genre de points quand on parle des layers 2. C'est pour moi très intéressant aussi de voir à quel point, si Ethereum essaye d'aller vers une décentralisation, le passage justement au shift vers le roll-up centrique, c'est aussi quelque part de la centralisation à nouveau d'Ethereum. Donc ça, c'était un petit peu les points sur le côté blockchain. Et je voulais arriver sur un point qui est les protocoles. Je sais que Virgile voulait un petit peu en parler aussi. Je voulais juste troller un tout petit peu sur les DAO. J'adore AAV, j'adore ce que fait le travail de professionnalisation, notamment de la DAO du côté de ce protocole-là. Donc je prends un exemple, mais c'est pour vous montrer un exemple qui marche bien quand même. Hein. C'est un exemple qui fonctionne, c'est AAV aujourd'hui dans le monde de la blockchain. Mais on se retrouve aujourd'hui encore avec dans AAV des propositions, donc des nouveautés dans le protocole qui avancent, des propositions qui sont mises en place déjà par des équipes professionnelles, comme par exemple la AAV Chain Initiative de Mark Zeller, qui est une très bonne chose pour AAV. Donc c'est proposé par des organisations, et ces organisations-là, très souvent, ont beaucoup en fait de poids et de pouvoir, parce qu'ils ont beaucoup de tokens. Et donc, comme ils ont beaucoup de tokens, si on regarde un tout petit peu, donc là, c'est vraiment une des dernières propositions qui a été faite, on se rend compte ici que dans le voting result, le plus gros votant, c'est l'ACI, donc c'est la AAV Chain Initiative, et donc sans leur volonté, peut-être qu'en fait le résultat aurait été différent. S'ils avaient voté non, peut-être que la proposition ne serait pas passée. Donc voilà, il faut quand même aussi avoir conscience de ce truc-là. Là, j'ai pris un exemple que je peux me permettre de montrer parce que, en vrai, leur travail est bon, mais sur des plus petits protocoles ou sur des protocoles même qui ne font pas forcément d'efforts, aujourd'hui, on a très souvent des DAO qui, au contraire, vont mettre en place des choses qui sont uniquement décidées par un acteur qui possède tous les jetons. Et ça, c'est une chose aussi qui va à l'encontre même des idées de décentralisation des blockchains et des protocoles sur les blockchains. On a tendance à vanter les mérites en fait des DAO. Il faut avoir conscience aujourd'hui que les DAO sont contrôlés en fait par les possédants de jetons et que très souvent, peu de choses sont faites pour faire en sorte de décentraliser les jetons ou par exemple pour faire des calculs un peu plus sympas comme par exemple, je sais pas, du quadratic voting, du voting avec du pouvoir de vote que l'on peut mettre dans le temps. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut faire. Et qui permettent en fait de justement éviter cette centralisation des DAO.
Bref, je sais pas si tu voulais dire un truc, Virgile, sur ça. Je suis désolé, j'ai pris un peu tout le temps dessus. T'inquiète, en vrai, t'as super bien résumé, l'histoire. Et ouais, en gros, j'avais mis dans le chat un article qui parle de la décentralisation relative des DAO. Alors, c'est un article qui est un peu trop long pour ce live, mais pour résumer les idées dans les grandes lignes, c'est pas grave si un projet est centralisé au début parce qu'il a besoin de se développer rapidement. Mais par contre, au fil des ans, si un projet veut se prétendre comme décentralisé, eh bien, il doit se décentraliser progressivement au fil du temps. C'est comme ça que MakerDAO et AAV se sont développés. Après, faut juste avoir conscience que ça prend beaucoup de temps. En gros, MakerDAO et AAV, c'est les meilleurs exemples de décentralisation, mais sauf que ça a pris, ils ont mis tous les deux 5 ans à arriver à ce stade-là. Donc, Ah, c'est voilà, clair. c'est pas très grave si c'est centralisé au début, mais il faut que le projet entame une vraie démarche par la suite. Trop bien, bah, merci pour cette belle conclusion. Je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode des chroniques. Merci, vous avez été particulièrement nombreux à suivre cet épisode des chroniques. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a un peu de monde qui s'intéresse à ce qu'on raconte. Jeudi prochain, on sera tous en train de célébrer l'Ascension. Donc, du coup, malheureusement, on ne pourra pas assurer cette chronique hebdomadaire. Et où le Tibet? Quoi? J'ai pas compris non plus. Ref not found. Désolé, là, il va falloir me l'expliquer. Il te reste 20 secondes quand je fasse ma conclusion pour expliquer la ref. Donc, ouais, jeudi prochain, on sera pas là. On sera là jeudi suivant et on parlera de tout un tas de sujets, notamment est-ce que l'IA est bonne pour gérer vos finances ou pas. Voilà. Entre autres questions qu'on se posera. Donc, on vous dit à dans 15 jours. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez embarquer dans le prochain programme de l'IA, Cyril en a parlé, que ce soit pour les développeurs ou les consultants, il commencera dans 10 jours. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, Jérôme ou Clément. Ils pourront vous accompagner sur le dossier, savoir si ça marche bien pour vous, tout ça. Donc, c'est sur alira.fr/rendez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des chroniques. C'était un grand plaisir de l'animer. Merci à tous les trois d'avoir été nos chroniqueurs de choc sur ce nouvel épisode. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Bon appétit et prenez soin de vous. Salut! Salut! Salut tout le monde!